France Inter. Enquête de politique, chaque semaine, rendez-vous avec Isme. Nous revenons sur une idée, un mouvement, une tendance, un isme, un thème pour mieux comprendre les termes, les mots du débat politique d'aujourd'hui. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Et aujourd'hui, le gaullisme existe-t-il ? Il y a une seule UDR, elle n'a pas changé, fondée sur les options fondamentales qui ont été celles qu'avait définies le général de Gaulle. Il y a également la capacité de ce mouvement, c'est l'essence même du gaullisme, à évoluer. L'offre politique que je construis depuis avril 2016, c'est une offre qui consiste à rassembler la social-démocratie, l'écologie réaliste, les radicaux de gauche et de droite, et le gaullisme social. Comme c'est une icône, le personnel politique souhaite s'envelopper de ce manteau auguste. Mais nous, les citoyens, et un peu les historiens, nous avons le droit de dire non, ne faites pas ça, et surtout n'en faites pas le nom d'un parti, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, non, non. Tous gaullistes. Depuis la mort du général de Gaulle, une bonne dizaine de partis politiques se sont réclamés du gaullisme. Plus le temps passe, plus il y en a. Et surtout, en dehors des petits partis gaullistes, maintenant groupusculaires, tous les grands leaders, tous les candidats à toutes les élections présidentielles affirment qu'ils sont celui ou celle qui respecte le mieux l'héritage du dernier grand homme de l'histoire de France. Même ceux qui sont, de toute évidence, les héritiers des collaborationnistes ou qui, bien plus tard, ont voulu assassiner le général. Éric Zemmour, celui qui voulait réhabiliter Pétain, Marine Le Pen, dont le parti a été constitué largement sur l'antigaullisme d'activistes de l'Algérie française, tous gaullistes ou au moins tous gauliens. Cette émission ne va pas, une fois n'est pas coutume, analyser l'origine de la composition idéologique d'un isme, mais plutôt détricoter une usurpation politique, détailler une supercherie, une captation d'héritage. Parce que peut bien être le gaullisme post-de Gaulle ? Le général lui-même récusait le terme. Un homme, un peuple, des circonstances et une histoire. Les conditions historiques du gaullisme, invasion du pays comme en 40, ou guerre de décolonisation et menace de guerre civile dans l'Hexagone comme en 1958, les conditions historiques qui ont permis le gaullisme pourraient-elles se reproduire et faire renaître un nouveau de Gaulle ? Si être gaulliste aujourd'hui, en dehors d'éprouver une nostalgie, ne veut pas dire grand-chose, y a-t-il des façons gaulliennes, au moins, de gouverner ou d'envisager l'action politique ? Pour se poser la question du gaullisme post-de Gaulle ou néo-gaullisme, j'ai été voir du solide, du classique, Alain Duhamel et Jean-Noël Jeannet. Jean-Noël Jeannet, historien, ancien ministre de François Mitterrand, ancien président de Radio France et producteur de l'émission Grande Sœur d'enquête de politique, Concordance des temps sur France Culture chaque samedi matin. Parmi la volumineuse bibliographie de Jean-Noël Jeannet, citons Le Rocher de Sustène, ce sont ses mémoires, tomes 1 et 2, les mémoires donc de Jean-Noël Jeannet, dont le père, Jean-Marcel Jeannet, a été ministre de Gaulle. Et puis Alain Duhamel, notre pape en journalisme politique, on ne le présente plus. Il est entré en journalisme à la fin du règne du général de Gaulle. Il a donc vécu et observé cette transition vers le gaullisme post-de Gaulle. On peut lire d'Alain Duhamel sur le sujet Une histoire personnelle de la Ve République chez Plon ou Journal d'un observateur aux éditions de l'Observatoire. Mais d'abord, je vous propose un petit extrait d'un épisode de De Gaulle 2020, la série d'émissions d'été de cette année-là, 2020, que j'avais réalisé, un peu d'autopromo, ça ne fait pas de mal. L'une des invitées était l'historienne Frédérique Naudufour, chargée de recherche à la Fondation Charles de Gaulle et co-auteur de Avec De Gaulle, la naissance d'un gaullisme politique aux éditions Nouveau Monde. De Gaulle n'est pas un idéologue, Frédérique Naudufour. Il ne veut pas se mettre dans un schéma idéologique et pour lui, ce qui doit guider l'action du militaire comme l'action de l'homme politique, ce sont les circonstances. Alors, bien sûr, il est armé d'un certain nombre de principes qui vont être
totalement invariable pendant toute sa vie. La grandeur de la France, pour lui personnellement la religion catholique, mais un catholicisme social, le refus de la supranationalité ou de céder quoi que ce soit à des puissances étrangères, notamment dans le domaine de la défense. Donc on a un substrat de valeurs, de principes qui ne vont pas changer, mais qui vont être entièrement modulables en fonction des circonstances. Ce qui rend son héritage problématique, puisque comment peut-on hériter de quelque chose d'aussi plastique, d'aussi mouvant, et comment peut-on, comme l'ont fait certains gaullistes historiques en 1992, s'élever contre les traités de Maastricht, alors qu'il est extrêmement difficile de savoir ce que De Gaulle, qui analysait la situation à l'aune de l'actualité, en aurait pensé à ce moment-là. Il n'aurait peut-être pas été contre. Le gaullisme, c'est une philosophie de l'action. À peu près tout le monde peut s'en réclamer à partir du moment où il légitime son intervention dans la cité par une analyse des circonstances et par l'éclairage qu'apporte un certain nombre de valeurs. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. La ménagère veut le progrès, mais elle veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il faut pas la pagaille. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le général de Gaulle était progressiste ou conservateur ? Le gaullisme, au temps du général de Gaulle, c'est un syncrétisme. Donc, encore une fois, c'est très difficile de le définir. Et d'ailleurs, de Gaulle, de son vivant, était extrêmement réticent à ce qu'on utilise le mot gaullisme. Il l'a très rarement utilisé lui-même. Il a interdit qu'on appelle aucun mouvement de soutien à sa personne gaulliste. Et la seule fois où il a parlé de gaullisme, c'était en 68, en septembre, donc à une époque où il est vraiment dans le crépuscule déjà. Il parle de l'entreprise gaulliste qui a commencé en 1940. Ce qui veut dire qu'il lui donne une date de naissance. Et en prononçant cette phrase en 1968, ça sonne quand même un peu comme une porte qu'on ferme. C'est-à-dire qu'il l'assimile à sa propre personne. Alors vous pouvez retrouver la série De Gaulle 2020 sur le site de France Inter. Je vous signale également le numéro d'enquête de politique sur le gaullisme de gauche, si vous l'avez loupé. On part maintenant chez Alain Duhamel dans le 6e arrondissement de Paris. Il nous reçoit dans son salon au milieu de son impressionnante collection de soldats de plomb de l'armée napoléonienne. C'est sa passion. Et avec lui, eh bien, nous allons passer en revue les années, les décennies et les personnalités du gaullisme affiché. Et d'abord, bien sûr, la situation de ce camp tout de suite après la défaite de Gaulle au référendum qu'il avait initié, échec, donc retraite immédiate. Pour la majorité des gaullistes, l'idée, même l'obsession, ça sera d'essayer de s'inventer une continuité et une légitimité. Ça marchera assez bien sous Georges Pompidou, parce que Georges Pompidou a quand même été tout le temps un des plus proches collaborateurs du général de Gaulle, et parce qu'il avait été 6 ans son Premier ministre et que c'était quand même assez logique qu'il incarne une forme de continuité, même si cette continuité n'était pas une identité, bien entendu. Après, à mes yeux, c'est devenu de plus en plus difficile. Mais restons sur cette époque-là, parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Le gaullisme post-de Gaulle pouvait prendre plusieurs chemins. Chaban-Delmas et Georges Pompidou. Dans votre livre aussi, vous parlez de Jacques Chirac, qui était jeune à l'époque, et vous parlez du croche-patte de Jacques Chirac. Le croche-patte, c'est le terme que vous utilisez, fait à Jacques Chaban-Delmas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là ? Jacques Chaban-Delmas, dont la Nouvelle Société. Et dont j'ai beaucoup aimé le fameux discours sur la Nouvelle Société, qui a été à l'origine de sa rupture avec Georges Pompidou, en fait. Et c'est pour ça que Georges Pompidou l'a obligé à quitter son poste de Premier ministre. À la fin du quinquennat de Georges Pompidou, c'est-à-dire sous Pierre Messmer, on voyait très bien qu'il y avait un Premier ministre, Pierre Messmer, qui était la quintessence authentique du gaullisme historique. Il était gaulliste depuis l'âge de 18 ans, ce qui n'est pas donné à tout le monde, qu'il avait été un héros absolu pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Bon, il était Premier ministre de Georges Pompidou. Les gaullistes historiques avaient formé un groupe à cette époque qui, en réalité,
contesté à Georges Pompidou la légitimité gaullienne. Georges Pompidou n'est pas un gaulliste historique, il n'a pas fait la guerre. Et il n'a pas fait la guerre du tout. En revanche, il a été un collaborateur du général très peu de temps après la Libération. Et à ce moment-là, on a très bien vu qu'il y avait donc les vrais gaullistes historiques, Pierre Messmer, ce qui était un néo-gaullisme, c'est-à-dire Georges Pompidou, et ce qui essayait d'être un gaullisme renouvelé, plus ouvert sur l'Europe, beaucoup plus moderne sur la société, et qui était incarné par Jacques Chaban-Delmas. Qui lui-même était un gaulliste historique. Qui était un gaulliste, Jacques Chaban-Delmas, tout ce qui est de plus historique. Il a été le plus jeune général français. C'était un titre un peu abstrait à ce moment-là, mais enfin bon, il a été le plus jeune général français pendant la période de la Libération. Non, mais Jacques Chirac s'est inscrit parmi les pompidoliens, donc parmi les néo-gaullistes. Et à l'époque, Jacques Chirac était un jeune ministre. Secrétaire d'État très actif aux affaires sociales et en 1968, ministre du Parlement totalement inefficace, et ensuite ministre de l'Intérieur installé là pour la santé de Georges Pompidou déclinant, pouvoir organiser la préparation des élections qui allaient, alors il ne savait pas quand évidemment, mais certainement se déclencher brusquement, à un moment qui n'était pas prévisible. Bon, et Jacques Chirac, en réalité, était en lutte contre Jacques Chaban-Delmas. Et Jacques Chirac essayait de défendre une conception, un héritage et une candidature de préférence, exactement dans le sillage de Georges Pompidou. Pour des raisons idéologiques ou pour des raisons stratégiques? Parce qu'avec Jacques Chirac, si on regarde sa trajectoire tout au long de sa vie politique, que vous avez observé et que j'ai pu observer aussi, il y a tout eu. Il a été travailliste, il a été ultralibéral, et puis il a fini quasiment chaveziste. Donc avec Jacques Chirac, on ne sait jamais vraiment. À cette époque-là, c'était pour quelle raison? À cette époque-là, c'était le fidèle des fidèles de Georges Pompidou, et c'était celui qui essayait de défendre le néo-pompidolisme dont il savait bien qu'il serait difficile, il était trop jeune pour l'incarner tout de suite, et dont il savait bien qu'il serait difficile de le faire subsister. Alors, épaulé par le tandem maudit de Marie-France Garot et de Pierre Juillet à l'Élysée, et en opposition frontale contre Jacques Chaban-Delmas, quand Georges Pompidou est mort, à ce moment-là, il a été réellement le chef d'état-major, mais aussi le chef de commando de ceux qui voulaient barrer la route à tout prix à Jacques Chaban-Delmas, au nom de ce qu'il prétendait être un gaullisme, entre guillemets, dévoyé, alors même que pour cela, il a choisi finalement de faire campagne pour Valéry Giscard d'Estaing de façon très efficace et absolument immorale. Alain Duhamel, on revient à cette époque juste après la mort, le départ, puis la mort du général de Gaulle un an après. On a vu l'aspect un peu stratégique, mais quelle sphère politique recouvre le gaullisme devenu néo-gaullisme à ce moment-là, en 1970, 71, 72 ? À l'Assemblée nationale, il est largement majoritaire. Il ne faut pas oublier que c'est l'Assemblée qui a été élue immédiatement après mai 68. Elle est gaulliste peut-être, mais ultra-conservatrice certainement. C'est probablement la majorité la plus massive et la plus à droite, en tout cas la plus à droite qu'on ait connue sous la Ve République. Oui, c'est la réaction autoritaire post-mai 68. C'est la revanche de la France de la peur sur la France de l'audace, de l'idéalisme. Bon, et à cette période-là, le néo-gaullisme, c'est un ultra-conservatisme. Et d'une certaine manière, l'élection de Georges Pompidou recentre le néo-gaullisme. C'est-à-dire, lui fait quitter cet aspect revanchard, scrognonieux, effrayé, et lui redonne un aspect à la fois beaucoup plus moderne, plus réformateur, plus ouvert aussi. Alors que le général de Gaulle ne voulait pas entendre parler de la Grande-Bretagne en Europe, c'est lui qui contribue largement à la faire entrer. Et pour les médias, vous étiez dedans? Pour les médias, c'était... Alors, pour les médias, j'étais effectivement déjà bien dedans. C'était le gaullisme intégral. C'est-à-dire que c'était un système totalement autoritaire. Dans la bataille entre Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas, la question de l'information publique, c'est-à-dire de ce qu'on appelait à l'époque le RTF, a été un des grands sujets de désaccord permanent.
Et là, on voyait vraiment bien la différence entre le pompidolisme, même s'il était une ouverture par rapport à la législature commencée en juin 68, et était encore dans des domaines comme celui-là, totalement traditionnaliste, conservateur, bouclé, etc. Et c'est Jacques Chaban-Delmas qui essayait de l'ouvrir comme Premier ministre et qui prenait beaucoup de risques assumés et réfléchis, avec Pierre Desgroupes et avec ce qu'on a tenté. Nous, la première émission qu'on ait faite, qui était Armes égales, qui à l'époque était une émission très connue et a été un sujet de bataille permanent entre pompidoliens et chabanistes, sans arrêt. Les uns voulaient l'arrêter et les autres voulaient la maintenir à tout prix. À cette époque-là, idéologiquement, le gaullisme était incarné par le président Georges Pompidou. On peut dire économiquement industrialiste, volontariste et aussi un peu libéral à la française, avec un État fort quand même. Il y avait toujours la planification, etc. Définitivement plus libéral que n'était le général de Gaulle. Il y a eu une place de plus en plus importante du courant conservateur dans l'ensemble gaulliste. Jean Charbonnel, gaulliste de gauche, longtemps député et maire de Brive. C'est bien vrai, et jusqu'en 1974, j'ai eu d'ailleurs, je le raconte dans mon livre, souvent des états d'âme. Et je me suis flatté d'avoir des états d'âme. Le président Pompidou me l'a reproché en Conseil des ministres, vous le savez. J'ai eu des états d'âme, je me suis posé des questions, l'IP notamment, mais beaucoup d'autres. Aussi, j'ai démissionné, vous le savez, du gouvernement. J'ai dû présenter ma démission, qui a été refusée. J'ai eu des problèmes dès 72, en 73, mais tout ceci ne m'a, jusqu'en 74, pas semblé insupportable. À partir de 74, avec le ralliement des gaullistes à M. Giscard d'Estaing, c'est-à-dire à la droite, alors là, les choses m'ont semblé insupportables, et effectivement, je suis devenu intransigeant. Nous sommes toujours avec Alain Duhamel, en quête de gaullisme. Nous remontons le temps depuis 1969. Est-ce que le chiracisme naît déjà ? Le chiracisme, au départ, c'est surtout un anti-chabanisme. Très vite, c'est-à-dire dès que Jacques Chirac sera devenu Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, ça deviendra un anti-giscardisme. Dans ses premières formulations, apparitions, discours, etc., Jacques Chirac se définit beaucoup plus contre que pour. Pour caricaturer un peu, Georges Pompidou, président, est plus à droite que le général de Gaulle, et Jacques Chirac, Premier ministre, c'est-à-dire quand il prend un poids politique, est plus à droite que Georges Pompidou. À propos de l'Europe, le ton a vivement monté entre le RPR et le gouvernement. Roger Gicquel dans le journal de TF1, le 6 décembre 1978. Et là, on voit tout de suite que Jacques Chirac, le président du RPR, n'a rien perdu de sa vigueur politique sur son lit de l'hôpital Cochin. Lui qui se remet d'un grave accident de la route, refuse le dérapage de son mouvement et s'interdit la moindre concession à la ligne droite de l'indépendance nationale. Il convoque le conseil politique du RPR pour cet après-midi, fait lire un message musclé aux Français. Non, dit-il, à l'inféodalisation de la France et à l'idée de son abaissement que nous préparent les technocrates. Alain Duhamel, ça c'est de la geste gaulienne ? Non, pas du tout. C'est la poursuite de la bataille des pompidoliens devenus chiraciens par nécessité contre le giscardisme. Et comme Valéry Giscard d'Estaing à cette époque, qui a toujours lui été européen, mais président de la République, a pris beaucoup d'initiatives avec Helmut Schmidt, le chancelier allemand de l'époque, et a fait progresser à la fois sur le plan monétaire et sur le plan politique avec l'élection du Parlement européen au suffrage universel, contre laquelle étaient les gaullistes. L'UDF, qui était le parti, le conglomérat ou la confédération, comme on veut, qui le soutenait, a, pour la seule et unique fois, devancé les gaullistes aux premières élections européennes au suffrage universel direct. 1979 ? Voilà. L'appel de Cochin qui a suivi, c'était en réalité une manœuvre du couple Garot et l'ancienne équipe de droite de l'Élysée. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un tout petit portrait rapide de ce couple infernal, de baron noir, comme on dit maintenant, Juillet-Garot ? Juillet était un ancien préfet qui était un homme de l'ombre, très cultivé, ténébreux, très pessimiste, persuadé que la France ne pouvait que s'enfoncer jusqu'aux mines de sel à partir du moment où le général de Gaulle n'était plus là. C'est un homme intelligent, très manœuvrier. Marie-France Garot était une femme
très brillante, plus que Juillet, autoritaire, manipulatrice. Je pense que c'est la personne la plus manipulatrice que j'ai connue sous la Ve République. Et ils ont décidé de faire un coup, tous les deux, Pierre Juillet et Marie-France Garot, qui étaient les conseillers très proches, même on peut dire plus que les conseillers, c'était les inspirateurs perpétuels de Jacques Chirac. Les marionnettistes, presque, disait-on à l'époque. Oui, alors ça, on le disait beaucoup, d'ailleurs il a dû m'arriver de le dire un peu, c'était excessif dans la mesure où Jacques Chirac avait un vrai tempérament politique, un vrai charisme. Il a su s'en débarrasser d'ailleurs. Et à la suite de l'appel de Cochin. Il s'en est débarrassé à la suite de l'appel de Cochin. Et alors l'appel de Cochin, effectivement Jacques Chirac avait eu un grave accident d'auto, je crois en Corrèze d'ailleurs. Il était hospitalisé à Cochin, il était très fatigué, il avait probablement eu beaucoup de médicaments antidouleurs, etc. Donc il n'était pas au sommet de ses capacités cognitives. Ça fait vraiment appel du 18 juin du pauvre. Hein. Oh, ça fait surtout manipulation de Juillet et Garot, qui ont écrit un texte qui se voulait gaullien dans un style pseudo-cornélien, et qui allait tellement loin qu'il définissait le président de la République en exercice comme le symbole du parti de l'étranger. Donc c'était d'une violence incroyable, et ça a déclenché évidemment une fureur générale, positive pour une minorité, en disant enfin, négative pour une forte majorité, y compris parmi les députés gaullistes de l'époque. Et ça a mis notamment, ce qui a beaucoup joué, Bernadette Chirac totalement hors d'elle, et elle a beaucoup pesé pour que son mari se sépare vraiment complètement à ce moment-là du couple en question, ce qui s'est produit. Est-ce que à ce moment-là, donc on est autour de 79, avant l'alternance 80, est-ce que le gaullisme a encore un poids? Est-ce que dans l'esprit du public, ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'on attend un général de Gaulle bis Alors, entre 79 et 81, le gaullisme les gaullistes ont encore un poids, et Jacques Chirac a un poids croissant, mais ce n'est plus du gaullisme. Jacques Chirac, à cette époque-là, c'est d'abord un oppositionnel farouche à tout ce que représente Giscard. Comme Giscard est européen, lui est contre. Le gaullisme est un anti-giscardisme. Après, il y a la gauche arrive au pouvoir, et le gaullisme est toujours incarné par Jacques Chirac, qui a gagné sur ce camp. Il devient Premier ministre de François Mitterrand. On avance un peu dans le temps, et on va jusqu'à la deuxième cohabitation, où là, c'est un autre gaulliste. Alors, il n'est pas historique non plus au sens où il n'a pas fait la guerre, mais enfin, c'était un collaborateur très proche de Georges Pompidou, Édouard Balladur. Et là, on voit, pour la première fois depuis 1969-70, deux façons d'être gaulliste s'opposer, ou en tout cas cheminer parallèlement, le chiracisme et le balladurisme entre 1993 et 1995. Le balladurisme, je ne crois pas qu'on puisse le définir comme un gaullisme. D'ailleurs, Édouard Balladur lui-même admire beaucoup le général de Gaulle, mais est lui foncièrement pompidolien et probablement plus libéral en économie que ne l'était Georges Pompidou lui-même. Georges Pompidou était plus libéral que le général de Gaulle, Édouard Balladur est plus libéral que Georges Pompidou. Jacques Chirac, d'abord, flatte beaucoup plus la corde nationaliste. Et il s'oppose sur ce point à François Mitterrand, mais il s'oppose aussi à Édouard Balladur, en réalité. Et Jacques Chirac incarne une forme de volontarisme systématique dans tous les domaines, y compris en matière économique, d'essence gaulliste, mais qui est de formulation très souvent démagogique. Mais il ajoute une dimension, alors c'est une intuition qu'il a eue à la suite de la lecture d'une fameuse note d'Emmanuel Todd, qui est un grand démographe et un mauvais idéologue. À la suite de la lecture de cette note, il a décidé d'introduire dans sa campagne présidentielle de 95 une dimension qui n'existait pas du tout avant, au début de sa campagne, et qui était celle de la fracture sociale. Et à partir du moment où il défendait la fracture sociale face à un Édouard Balladur plus libéral, lui reprenait d'une certaine manière la tradition sociale qui était une des dimensions du gaullisme. Il avait l'air à ce moment-là, Alain Duhamel, d'être un gaulliste un peu plus complet.
Quand vous parlez de Jacques Chirac dans vos livres ou dans vos chroniques, vous n'avez pas de références gaullistes, vous avez plutôt des références bonapartistes. Vous le comparez soit à un capitaine de cavalerie ou un jeune général, un colonel, un officier supérieur de chargent, oui, de cavalerie, avec la lance, on imagine bien, de l'époque plutôt bonapartiste, napoléonienne. Jacques Chirac, il a un charisme, ça on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il avait le goût de l'autorité, même si cette autorité n'en faisait pas un autoritaire dans tous les domaines. Par exemple, il a toujours été assez autoritaire en ce qui concerne la gestion de son parti, mais après tout, il a toléré des tendances différentes au sein de son propre mouvement, et il y a des domaines dans lesquels il était en fait assez tolérant et ouvert, et en matière sociale, c'était le cas. Alors, ce qu'on lui reprochait, moi ce que je lui reprochais, c'est surtout d'être quelqu'un qui changeait d'opinion en permanence. Alors, pas sur l'indépendance de la France, mais en ce qui concerne les affaires politiques, économiques et sociales, il y a les moments où c'était une véritable girouette. Et menteur, vous dites aussi. Dans vos livres, vous le traitez de menteur. Oui, et menteur, mais c'était la réalité. Ce qu'il a fait élire, c'est la fracture sociale. Et on s'est dit, tout le monde s'est dit, il tentera quelque chose qui ressemblera à un réformisme social. On pensait que Philippe Séguin serait Premier ministre, par exemple. Beaucoup le pensaient, et moi je le redoutais énormément. À peine arrivé, il était obligé de retomber sur ses pieds, de regarder les choses. Au bout de 6 mois, il a envoyé la fracture sociale par-dessus les moulins. Nicolas Sarkozy, ça serait plutôt un voltigeur. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout le temps en première ligne. Les voltigeurs, vous savez, c'est ceux qu'on déployait avant les affrontements entre les armées. C'était ceux qui prenaient les plus grands risques, de tous. Et Nicolas Sarkozy, ça n'est pas un gaulliste. C'est l'heure du livre d'Aurélie Marcirot. Bonjour Aurélie. Bonjour Thomas. Alors vous allez un petit peu casser la statue Aurélie, parce que le gaullisme, le néo-gaullisme dont on parle aujourd'hui, c'est l'histoire d'un mythe. Et alors là, vous allez démystifier un peu avec un livre, une bande dessinée parue chez Dargaud, signé Jean-Yves Ferry, qui a été adapté à la télé pour Arte, et ça s'appelle De Gaulle à la plage. Et oui, certains pensent qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, d'autres De Gaulle en tongs. Vous le savez, des zones d'ombre persistent dans la vie du général. Par exemple, que faisait-il durant l'été 56 quand la France se débattait avec ses problèmes de régime et que lui, De Gaulle, avait quitté le pouvoir? Eh bien, Jean-Yves Ferry a la réponse. Le grand militaire était à la plage. Alors pas seul, avec son aide de camp et son berger allemand, le fidèle Wehrmacht. Et puis bien sûr, Yvonne n'est pas loin. L'auteur révèle ainsi le potentiel comique de ce militaire qui découvre pique-nique, jeux de plage et même idylle estivale. Une sorte de Monsieur Hulot un peu dépassé qui a bien du mal à quitter l'uniforme. Alors, est-ce qu'il a compris? Eh bien, il arrive sur la plage avec des ramettes de papier pour écrire ses mémoires. Il rêve de discours en s'endormant au soleil et lance même un « Ici, c'est le général de Gaulle qui vous parle ». Depuis le poste de secours de la plage, un appel pour récupérer un ballon. Et puis, il a un carnet dans lequel il note des choses à ne pas oublier quand il sera de retour au pouvoir, parce que bien sûr, il y pense, l'anniversaire d'Yvonne et bien sûr, la reconnaissance de la Chine. Et puis, Thomas, son fils, revient à plusieurs reprises pour lui demander des conseils pour savoir comment y faire avec les filles. Alors, bien sûr, le paternel ne comprend pas ou comprend ce qu'il veut et lui explique donc comment convertir les filles au gaullisme, et on sent que c'est compliqué de ne plus être providentiel. Mais alors par exemple? Eh bien, il se bloque le dos quand un journaliste lui demande s'il n'est pas en train d'effectuer avec ses vacances un repli. Il rencontre Churchill dans l'hôtel et s'ils constatent tous les deux que c'est, je cite, la chienlit everywhere, la compétition est toujours présente entre les deux hommes. Par exemple, quand l'ancien Premier ministre anglais fait remarquer à De Gaulle en français qu'il a obtenu le prix Nobel de littérature pour ses mémoires à lui, le français lui répond un hilarant « I don't understand your French ». Et alors cet incroyable chien Wehrmacht? Eh bien, je vous cite l'auteur de la bande dessinée. « J'ai trouvé ce chien dans les vraies mémoires de Philippe de Gaulle. Il a donc existé pour de bon et s'appelait non Wehrmacht, mais Wincam, je vaincrai. C'était bien le rejeton d'un chien loup d'Hitler recueilli un temps à la boisserie. On comprend qu'il ne pouvait pas, comme il dit, passer à côté de ça. Donc des albums de Gaulle à la plage, il y en a 2. Ils ont un charme fou, suranné, qui change des BD très sérieuses que l'on connaît sur le personnage, et donc des BD à amener à la plage, Thomas. Voilà, après Martine à la plage, De Gaulle à la plage. Merci Aurélie. Nous nous rendons maintenant dans le bureau de Jean-Noël Jeannet, à 2 pas de la Seine, dans le quartier latin. Il s'agit rien de moins que de dézinguer l'idée selon laquelle le gaullisme est une quelconque réalité politique.
Quand je vous ai proposé d'aborder ce thème avec moi, le néo-gaullisme, vous avez eu une sorte de réaction déjà de mauvaise humeur au départ. Ah non, ça n'existe pas. De mauvaise humeur, je ne sais pas, mais effectivement de réticence absolue. C'est une calembre de parler de néo-gaullisme. Et il est intéressant de tâcher de démontrer pourquoi. D'abord, on pourrait s'arrêter tout simplement en novembre 1970, c'est-à-dire à la mort du général de Gaulle, qui lui-même, nous le savons, avait dit « le gaullisme sans de Gaulle, je n'y crois pas », qui, de surcroît, avait considéré qu'il appartenait à tout le monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a consacré ces dernières années à écrire des mémoires. C'était une manière d'exprimer un héritage, de ramasser un certain récit de ce qu'il avait fait, dont il pensait qu'il pourrait inspirer, effectivement, des successeurs. Mais pas un groupe, pas un clan. Parce que pour lui, le gaullisme, c'est une page d'histoire, c'est pas une idéologie. J'ai ce sentiment, tout à fait. Il disait d'ailleurs qu'on ne fait de politique que en tenant compte des circonstances. Les circonstances avaient changé, et par conséquent, on pouvait tirer de fait du gaullisme l'idée d'une attitude, peut-être un certain courage, une clarté pédagogique dans la démocratie. Tout cela, certes, mais ça ne suffit pas à définir en aucune façon un héritage politique. J'ajoute que, dès son départ de l'Élysée, il a souhaité très clairement marquer, pas publiquement, mais auprès de ceux dont il savait qu'il le redirait plus tard, marquer qu'il y avait une coupure à l'égard de Pompidou. Sa lettre déjà de soutien est assez ambivalente au moment de l'élection présidentielle. Il a dit, c'est Tournou, le journaliste qui le rappelait à l'époque, à un moment donné, je crois que c'est avéré, Pompidou, je m'en tape comme d'une pomme. Et moi-même, il se trouve que, je le raconte dans mes mémoires, j'ai accompagné mon père à la fin de décembre 1969 à Colombey, et on a parlé de Pompidou, et en particulier... Vous avez déjeuné avec le général? Oui, en effet. On a évoqué l'attitude qui serait celle de Pompidou en face de l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. De Gaulle pensait, il avait dit que peut-être ça arriverait un jour, mais que c'était prématuré, parce qu'à l'époque, l'Angleterre voulait faire en fait de l'Europe une sorte de zone de libre-échange. Il n'était pas du tout prêt à agréer l'idée d'un ensemble qui compterait et qui pèserait politiquement sur la planète. Mon père a dit, mais peut-être Pompidou va résister. Oh non, a répondu de Gaulle, il ne résistera pas, il sera ratiboisé. Mais est-ce que le général de Gaulle pouvait imaginer de toute façon un successeur? Est-ce qu'un successeur, quel qu'il soit, aurait pu avoir grâce à ses yeux? Probablement pas. Il est très difficile d'accepter d'avoir un successeur. Mais ce n'est qu'une manière de rejoindre la thèse que je défends. Il n'y avait pas à ses yeux de gaullisme, en tout cas d'un point de vue partisan. Si vous voulez, on peut prendre un certain nombre d'exemples. Alors, on aurait pu, sur ce sujet quand même, Jean-Noël Jeannet, on aurait pu penser que si le gaullisme, pour être logique avec lui-même, si le gaullisme c'est être en phase avec les circonstances, je suis l'homme des circonstances, être l'homme des circonstances, il peut constater qu'il n'est plus l'homme des circonstances, en tout cas les Français l'ont rejeté en 1969, et qu'un autre homme de circonstances, d'autres circonstances. Là, il y a quand même une rupture. Les circonstances qui lui succèdent n'ont pas trouvé son homme. Alors, si vous voulez dire que le fait, à un moment donné, pour un grand acteur politique de rencontrer des circonstances et d'en tirer le meilleur, c'est une chose tellement vague que je ne vois pas comment un parti politique en particulier serait légitimé à utiliser l'adjectif du gaullisme. Alors certains objectent qu'on a parlé d'orléanisme ou de bonapartisme. Mais je veux dire que l'orléanisme et le bonapartisme prévoyaient, anticipaient, espéraient un retour d'un héritier, d'un côté de Louis-Philippe et de l'autre de Napoléon III. Et puis ensuite, quand ça n'était plus possible, c'est devenu quelque chose d'assez vague qui a été amené... Un grand courant idéologique ou politique. Oui, qui a été amené effectivement à se diffuser dans l'ensemble de la sensibilité politique du pays. Mais ça n'a jamais été ce que les partis gaullistes veulent prétendre, dits gaullistes, qui s'appellent eux-mêmes gaullistes et que parfois avec quelque paresse, mon cher Thomas Legrand, les journalistes agréent. Ils disent « Ah, le parti gaulliste ». J'ai été stupéfait d'entendre Castex, M. Jean Castex, il s'appelle Jean, hein J'ai été stupéfait d'entendre M. Jean Castex, devenant Premier ministre, dire « Je suis un gaulliste social » à TF1. Ça n'avait strictement aucun sens. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un gaulliste social? Alors qu'il a servi M. Sarkozy, j'ai tout le respect possible pour M. Castex, mais pas pour sa définition, son autodéfinition. Il a servi M. Sarkozy qui a, du point de vue des institutions en particulier, vraiment tranché dans le vif et naufragé une bonne partie de l'esprit des institutions que De Gaulle avait évidemment défendu avec l'ICEM, en particulier de la non-réélection. Et avant lui, Giscard d'Estaing
Jospin et Chirac en instituant le système du quinquennat. Mais Jean-Noël Jeannet, est-ce que vous ne vous faites pas un peu le gardien du temple? Parce que le général de Gaulle, finalement, il a fait évoluer les choses, il a adapté sa politique et sa conception, ne serait-ce que sur l'Algérie. On pourrait parler de la guerre de 40 aussi. Et donc, si il se dit l'homme des circonstances, c'est s'adapter aux circonstances. Donc pourquoi un gaulliste, quelqu'un qui s'inspirerait de la geste gaulliste, de la façon de gouverner du général de Gaulle, ne pourrait pas adapter les institutions aux circonstances? D'ailleurs, le général de Gaulle, en 1962, a adapté les institutions aux circonstances qui n'étaient pas celles de 58 après la tentative d'assassinat. Je n'ai aucun titre à me faire gardien du temple. Je suis un historien qui s'efforce de réfléchir à votre invitation, Thomas Legrand, à la signification d'un mot, en particulier le gaullisme et à l'utilisation qui en a été faite. Alors on pourrait prendre un certain nombre de domaines pour voir s'il y a des fidélités. S'il s'agit simplement de répondre à des circonstances, alors franchement, je vous citerai 10 grands personnages de l'histoire de France ou du monde qui se sont adaptés à des circonstances. Non, mais sur les institutions, elles ne peuvent pas évoluer sans trahir le général de Gaulle? Tout dépend ce qu'on évoque en parlant d'évolution. Il y a eu des adaptations de détails qui n'étaient pas malvenues. Mais l'idée fondamentale des institutions gaulliennes, c'était d'installer au centre, comme clé de voûte, il l'a beaucoup dit, le président de la République. Et surtout, une distinction temporelle, c'est très important d'un point de vue historique, entre le septennat d'un côté et le quinquennat de l'Assemblée de l'autre. Et on voit bien que en décidant de quinquennat, en complicité entre Lionel Jospin, Jacques Chirac et l'inspirateur, on le retrouve, Valéry Giscard d'Estaing. Encore une fois, l'homme qui avait voté non en 69. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Ça, c'est pour les institutions. Vous voyez que je ne vois pas au nom de quoi ces partis qui ont contribué à déséquilibrer ces institutions, ils avaient le droit, encore une fois. Mais alors qu'ils ne se qualifient pas de gaullistes. Encore une fois, c'est une billevésée. Vous savez le mot qu'on prête à Malraux, tout le monde est, a été ou sera gaulliste. Suivant les circonstances, les gens ont accompagné ou n'ont pas accompagné son action. Ils se sont pu s'afficher gaullistes ou anti-gaullistes. Ça avait un sens tant qu'il était là. Ça voulait dire pour ou contre ce qu'il était en train de faire dans différents domaines. Nous sommes avec Jean-Noël Jeannet. Alors là, nous ne sommes plus en quête de gaullisme, mais en quête d'une imposture politique. Est-ce que vous pouvez nous parler des tensions ou des discussions qui existaient chez les gaullistes, dont votre père, en 1967, quand il était ministre des Affaires sociales? Oui, il m'a beaucoup raconté cet épisode, effectivement, ce moment où il s'est clairement affronté à Édouard Balladur, qui était le conseiller social de Pompidou. Et chaque fois qu'il a essayé de pousser la participation des ouvriers, des employés, des sociétés au capital et dans les conseils d'administration pour la décision, mais aussi pour tirer directement profit des bénéfices possibles, chaque fois, ces efforts ont été sciés du côté de Matignon, Balladur parlant pour Pompidou. Voilà encore un domaine où il est quand même farfelu de prétendre qu'on a été fidèle au général de Gaulle. Je pense aux relations entre l'État et le marché. Vous connaissez cette magnifique apostrophe d'Alain Perfit en décembre 62, Perfit raconte « Le marché, il a du bon, disait de Gaulle. Il oblige les gens à se dégourdir. Il donne une prime aux meilleurs. Mais, en même temps, Perfit, il fabrique des injustices. Il installe des monopoles. Il favorise les tricheurs. Alors ne soyez pas aveugles en face du marché. Il ne faut pas imaginer qu'il réglera tout seul les problèmes. Le marché n'est pas au-dessus de la nation et de l'État. C'est l'État, c'est la nation qui doivent surplomber le marché. Or, si vous pensez à la période de 86 à 88, avec l'arrivée du gouvernement de Jacques Chirac, où le ministre d'État, il tient beaucoup à ce qu'on appelle ministre d'État, le ministre d'État Édouard Balladur était à Bercy, était plutôt encore à Rivoli, enfin, était au ministère des Finances. Vous voyez que c'est un déferlement de ce qu'on a appelé à l'époque la vague régano-thatchérienne. Privatisation, tout au marché, etc. Mais c'est pas l'idée de Gaulle, c'est exactement le contraire. Alors ceux qui à l'époque se prétendaient gaullistes, encore une fois, c'est une faribole. Vous récusez le mot, mais il est utilisé. On est quand même obligé d'en tenir compte et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et d'ailleurs, vous nous aidez à comprendre que ce mot
se dégonfle et que quand on entend le mot gaulliste, maintenant il faudra, en vous ayant écouté, on le fera mieux, il faudra être plus méfiant. C'est à ça que sert cette émission. Il y a un autre domaine sur lequel beaucoup d'hommes politiques invoquent le gaullisme pour justifier leur position, notamment le domaine de la politique étrangère et de la diplomatie. C'est un domaine où il y a des forces profondes qui viennent s'articuler avec des moments spécifiques. Alors il y a effectivement des permanences. Il y a des permanences du côté de la diplomatie française, soit qu'elle s'impose, soit qu'elle s'incarne. Alors si vous voulez me faire dire, et vous pouvez, qu'il y a eu un geste qui peut se rattacher à ce qui aurait été une attitude de De Gaulle, et je ne m'aventurerai pas à dire qu'il aurait choisi ça, parce qu'encore une fois, ce serait contre ma thèse. Mais enfin, disons que ça me paraît une fidélité. C'est la décision de Jacques Chirac de ne pas accompagner les Américains dans la désastreuse aventure de l'Irak contre Saddam Hussein. Oui, là, vraiment, c'était éclatant. Les États-Unis viennent d'adresser un ultimatum à l'Irak. Il n'y a pas là de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre. L'Irak ne représente pas une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Privilégier la force sur le droit, ce serait prendre une lourde responsabilité. Vous avez cité 2003, ça paraît évident parce que c'était un geste contre les Américains. On associe souvent et peut-être un peu abusivement la politique du général de Gaulle à une opposition aux Américains. C'est pas si simple, Jean-Noël Jeannet. Non, ce n'est pas si simple. Et aujourd'hui encore, la conjoncture oblige à n'être pas simple. De Gaulle a toujours pensé qu'il fallait qu'il y ait une souveraineté française et européenne. C'est pourquoi il a défendu l'idée de la bombe atomique française, d'ailleurs, en disant jamais les États-Unis, si nous sommes attaqués, ne risqueront de mettre en cause leur propre survie pour venir nous défendre. C'est pas les attaquer, c'est dire cela, c'est pas les critiquer, c'est tenir compte des réalités. En même temps, il savait que le jour où il y aurait un affrontement entre l'Union soviétique et les Américains, la solidarité était évidemment outre-Atlantique. Rappelez-vous la crise de Cuba. On ne peut pas ne pas y penser aujourd'hui par rapport à l'Ukraine. La crise de Cuba, lorsqu'il y a eu un risque de guerre atomique entre Khrouchtchev et Kennedy, entre l'URSS et les États-Unis. Un envoyé de Kennedy est venu voir De Gaulle et lui a dit voilà les photos qui prouvent que les Russes sont en train d'arriver à Cuba. Il a dit j'ai pas besoin de voir les photos, ma solidarité est entière en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un affrontement possible. En revanche, dans la diplomatie au quotidien des jours, des mois, des années, alors oui, il faut que la France et l'Europe aient leur voix originale et ne soient pas les serviteurs des États-Unis. Voilà, tout ça effectivement peut apparaître comme d'actualité par rapport à l'Ukraine. Contrairement à un certain nombre de zozos qui s'expriment autrement, notre solidarité avec les États-Unis, qui permettent en gros à l'Ukraine de tenir, cette solidarité doit être sur ce point complète. Je vois pas très bien en quoi, de ce point de vue-là, ça mériterait d'être appelé gaulliste ou même gaullien. Alors on peut appeler ça... Il s'agissait pas de l'appeler gaullien, il s'agissait de démentir ceux qui disent qu'il faut être équidistant entre l'Amérique et la Russie si on veut être gaullien, c'est ça. Il m'arrive de réfléchir aux concordances des temps sur une chaîne qui est également amie, oui. Il m'arrive d'y réfléchir et il est évident qu'il y a des points communs, des rebonds, des ressemblances. Je n'en disconviens pas, ce serait absurde. Mais c'est pas parce que des rebonds de ce type, des ressemblances, des moments nouveaux qui rappellent des moments anciens, des séquences, qu'il est légitime de dire que le gaullisme se perpétue par là. On peut dire qu'il y a des ressemblances entre des appels de l'actualité et des manières d'y répondre qui peuvent évoquer la période de De Gaulle. Bien sûr, ça je n'en disconviens pas, mais on pourrait citer d'autres périodes où De Gaulle n'était pas né. Pourquoi on a toujours besoin de se référer au général De Gaulle? Pourquoi les hommes politiques veulent toujours être plus gaullistes que leurs voisins? C'est tout simple, parce que De Gaulle est devenu une icône. Parce qu'on a oublié les raisons qu'on pouvait avoir de le critiquer ou de ne pas l'aimer, et au besoin éventuellement de le renverser en 69. Et comme c'est une icône, eh bien, le personnel politique souhaite s'envelopper de ce manteau auguste. Mais nous, les citoyens, et un peu les historiens, nous avons le droit de dire non, ne faites pas ça, et surtout n'en faites pas le nom d'un parti, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, non, non.
Non et non, vous l'avez compris, il ne faut pas parler de gaullisme à Jean-Noël Jeannet. Retrouvez les ouvrages de nos invités sur la page de l'émission, sur le site de France Inter. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous suggérer un isthme à explorer. Déjà pas mal d'idées sont dans la boîte mail d'Enquête de politique pour l'année prochaine. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, programmation musicale Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Rémi Sistiaga. Il reste encore une émission pour cette saison et elle sera consacrée à l'humorisme. On invente ce terme pour l'occasion, les rapports entre l'humour et la politique, avec entre autres que des amis, Sophia Aram, Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. Font-ils d'abord de la politique ou d'abord de l'humour? Parfois on peut se demander. Donc soyez là samedi prochain à 18h10 ou dimanche après le journal de 23h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéressera à vous.